Good afternoon, good morning, good evening, depending. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous êtes. Je suis là pour vous accueillir. Je suis Kumi Kitamori sur la troisième séance de notre forum sur la croissance verte et développement durable. Notre séance d'aujourd'hui, c'est de suivre l'analyse des mesures de relance verte. J'ai quelques annonces. Je voudrais vous rappeler tous que c'est un événement bilingue et en bas de votre écran, vous avez la possibilité d'avoir l'interprétation anglais ou français. Donc, pour ceux qui en ont besoin, je vous prie de profiter de cette possibilité. Ensuite, désolé, j'entends des bruits. En tout cas, il y a une enquête de participants. Nous donnons beaucoup d'attention à la qualité de nos discussions ainsi que celle des orateurs et le matériel qui est fourni pour les conférences. Nous serons heureux si vous puissiez participer dans cette enquête de satisfaction. Je voudrais maintenant, sans attendre, donner la parole à notre modérateur, Ben Simmons, qui est à la tête de Green Growth and Knowledge Partnership, plateforme de la connaissance sur la croissance verte. Et ensuite, bien sûr, nous aurons la possibilité d'avoir des questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Kumi. Je vous souhaite la bienvenue aux participants qui nous rejoignent dans différentes parties du monde. C'est un plaisir et un honneur d'être votre modérateur aujourd'hui sur le suivi et l'analyse des mesures de relance verte. Comme Kumi vous l'a indiqué, c'est la dernière session de notre forum de croissance verte et développement durable de l'OCDE et nous avons un groupe très distingué d'orateurs présents aujourd'hui. Je voudrais tout de suite vous présenter les panélistes pour ensuite avoir suffisamment de temps pour un débat et bien évidemment des questions également soulevées par vous. Si vous me le permettez, je voudrais commencer par présenter Julia Reynaud, qui est le senior directeur à Fondation Breakthrough Energy. Ravi de vous avoir avec nous, Julia. Ensuite, nous avons Francesco Vona, qui est économiste principal à l'OFCE Sciences Po et professeur invité adjoint à l'Université Ca' Foscari de Venise. Ravi de vous avoir avec nous. Nous avons également Gabriele Wagner, conseillère l'Agence allemande pour la coopération internationale, GIZ. Soyez la bienvenue, Gabrielle. Ensuite, Oliver Greenfield, qui est coordinateur à la Coalition pour l'économie verte. Ravi de vous revoir. Et last but not least, nous sommes rejoints par Enrico Botta, analyste politique, division croissance verte et relations mondiales, direction de l'environnement OCDE. Ravi de vous avoir avec nous et un grand merci à l'OCDE de tenir cette manifestation. Donc nous avons un super panéliste et comme Kumi l'a dit, en plus du panel, nous serons heureux de vous entendre, vos commentaires et vos questions. Nous aurons un panel questions-réponses et les collègues de l'OCDE, nos partenaires vont revoir ces questions et les soumettre au panel. Et je vais faire de mon mieux d'intégrer ces questions et faciliter l'échange. Cette année, nous focalisons sur les mesures de relance post-Covid et sur le secteur de transport et environnement bâti, le tourisme durable, l'efficacité énergétique, le bâti et le transport urbain, conception des villes, etc. Et nous allons voir ces mesures de relance et quelles sont les données qui soutiennent ces trains de mesures. Alors, tout d'abord, les questions qui vont être traitées, les trains de mesure, est-ce qu'ils peuvent assurer une transition juste? Ensuite, comment assurer que les mesures de relance accélèrent la recherche et le développement des technologies vertes nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Troisième question se concentre sur les principaux enseignements tirés des précédents plans de relance économique pour la transition verte et comment les tenir en compte dans le cadre de la relance post-Covid-19. Ensuite, je vais demander aux panélistes de suggérer les domaines
pour d'autres recherches et analyses. Et ensuite, je redonnerai la parole à l'OCDE et M. Lassi, directeur de la direction de l'environnement, conclura. Alors, nous allons voir que l'OCDE a suivi de près les programmes de relance post-Covid-19 dans les pays de l'OCDE et non OCDE. Et je donnerai la parole à Enrico Botta. Vous pouvez nous dire sur quoi sont focalisées les dépenses pour un environnement durable. Merci beaucoup de modérer la session, Ben. Merci de me donner la parole. L'OCDE, comme vous le savez, lorsque vous regardez la réponse des gouvernements à la pandémie, cela peut être catégorisé en deux types. Les gouvernements étaient en train de travailler sur l'urgence et reconstruire les économies et reconstruire en mieux. L'OCDE a une base de données qui se concentre sur d'autres mesures, c'est-à-dire le suivi des mesures de relance qui soient positives, négatives ou mixtes, au point de vue environnemental, de ces différentes dimensions dans les pays de l'OCDE. Alors, bien évidemment, il y a de nombreux défis lorsqu'on essaye d'évaluer combien ces trains de mesures sont verts, c'est-à-dire durables. Comment est-ce que nous comparons différents types de politiques, c'est-à-dire les taux d'imposition, des réglementations. Avec cette remarque, je dirais qu'il y a différentes initiatives de suivi qui n'ont pas tous les mêmes définitions. Ce qui est très important, c'est que les résultats sont cohérents selon les différents éléments de suivi, mesures de suivi. Il y a 4 messages clés qui en ressortent. Tout d'abord, les mesures vertes ont augmenté leur importance en matière de nombre et de budget depuis 2021, lorsque la première fois ces trains de mesures étaient rendus publics, le budget a augmenté de 330 milliards ont doublé. Et ce qui représente, comme je vous disais, le double de montant alloué. Deuxièmement, nous voyons une augmentation des dépenses, mais la dépense verte globalement représente une petite partie seulement. 70% de mesures de reprise n'a pas l'impact directement sur l'environnement. Ainsi, nous sommes assez loin de la transformation systémique que nous aimerions voir. Des subventions de carburants fossiles auront un impact négatif. Ensuite, nous voyons un focus très limité sur l'innovation et l'investissement dans R&D représente 8%, alors que les mesures qui se focalisent sur la formation des compétences est très très limitée. Peu de focalisation, donc nous sommes non seulement loin d'un changement systémique parce que l'innovation est un élément tout à fait important. Lorsque nous voulons opérer des changements, mais nous sommes également très loin d'assurer une transition juste et équitable. Merci. Merci beaucoup, Enrico. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Je n'ai pas très bien entendu parce que le son des interprètes souligne n'est pas très bon. Je n'ai pas pu capter les chiffres. La dépense verte, 680 milliards. Et ces montants vont être dépensés selon plusieurs années. Alors que les subventions de carburants fossiles, le montant qui est donné tous les ans globalement
va vraiment anéantir cet investissement vert. L'année dernière, de 2020, les subventions de carburant fuel, c'était 350 de carburant fossile, c'est-à-dire la moitié du montant de dépenses vertes que nous avons pu suivre. Intéressant, merci. Ceci est très important étant donné la discussion qui a eu lieu la semaine dernière à Glasgow. La question des subventions des carburants fossiles. Merci beaucoup. Très intéressant d'entendre les données de l'OCDE et les tendances que vous voyez. Il y a des tendances positives, mais finalement, ce que nous voyons que la dépense verte n'est qu'une petite fraction de ces montants des relances vertes. Oliver, je voulais me tourner à vous parce que je sais que vous appartenez à la coalition pour l'économie verte. Vous avez fait le suivi des pays pour la transition vers l'économie verte, pour des programmes de reprise verte et d'autres politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette analyse et quelles sont les tendances que vous voyez? Bonjour, merci pour cette question. J'ai mis dans le chat le Green Economy Tracker qui fait le suivi de l'économie verte, l'agenda de cette économie verte, incluant la politique Covid depuis l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est que les pays qui sont déjà dans la transition de l'économie verte sont mieux équipés à voir le bon moment pour une restructuration de l'économie. Donc, il y aura davantage de sensibilisation par rapport aux opportunités. Donc, plus de 30 pays, 2/3 ont des politiques minimum de l'économie verte. Nous sommes en train de voir une fraction nord-sud où l'espace budgétaire, l'Europe, l'Amérique du Nord font plus. Les pays qui sont dans le sud ne font pas autant. Est-ce qu'ils s'y intéressent? Nous les avons questionnés s'ils ont suffisamment d'espace budgétaire pour pouvoir faire certains de ces investissements de transition. Une question de leur cash flow. La disponibilité de trésorerie, celle des États-Unis n'est pas disponible aux autres. Donc, l'Allemagne et les États-Unis dépensent 30-40% de leur PIB pour cette reprise verte. Nigérie et Indonésie, c'est 5%. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme différence en matière d'échelle. Et nous voyons également une des autres tendances, c'est la nature les hotspots tels que le Botswana, l'Indonésie, etc. Il n'y a pas mention de nature dans leur plan de reprise. La nature comme faisant et leur société et les économies résilientes. Dites-moi quand je dois me taire, mais nous ne voulons pas répéter les erreurs de 2008, la crise financière où le train de mesure était utilisé. Vous mettez la croissance verte au-dessus d'une économie croissance basée sur le carburant fossile ne change pas grand-chose. Et les politiques structurelles, nous avons produit un papier qui comprend l'OCDE et les autres. C'est un projet de document sur des réformes structurelles, de réformes de relance verte. La tarification de CO2 et les subventions, par exemple, important. Il ne s'agit pas uniquement de dépenser, mais c'est également une question de réforme structurelle pour avoir l'environnement qu'il faut pour aider à stimuler non seulement la reprise et la relance, mais également la transition soutenue par de plus en plus de gouvernements, comme vous l'avez dit à Glasgow la semaine dernière. Donc, nous avons identifié ces 10 premières réformes structurelles les plus importantes et je reviendrai après, par la suite, sur d'autres points.
Merci beaucoup, Oliver. C'est un point très important sur la réforme structurelle. Et le document de base est intéressant. Nous avons reçu des commentaires, à savoir est-ce que vous pouvez répéter les 4 messages que vous prenez des données de l'OCDE, pardon. Nous pourrons le reprendre pendant la question-réponse, mais peut-être taper les réponses, ça serait le meilleur format. Je pense que ce serait intéressant pour la discussion. Francesco, je voulais me tourner vers vous également en fonction de ce que Oliver a commencé à nous dire, à savoir la crise financière de 2007-2008. Et parmi d'autres choses, votre recherche s'est concentrée sur cette crise financière et l'impact des investissements verts sur l'emploi. Et je suis curieux, étant donné ce que vous avez entendu des 2 premiers orateurs sur le montant des investissements verts et les réformes structurelles, quelles sont les implications pour l'emploi et la formation et le développement des compétences? Merci pour les questions. Oui, Oliver et Eric ont donné une très bonne introduction. En fait, la plus grande implication pour la création de l'emploi à travers la relance verte, c'est qu'il faut construire les compétences qui sont appropriées pour la transition verte. Ce qui on peut différencier entre les compétences locales, d'autres pour l'économie circulaire, différentes paramètres, mais ce que nous pouvons identifier comme compétences générales. Mais ce qui est émergé clairement de notre recherche, c'est que alors que la zone de transport pendulaire n'est pas précisée, par exemple la relance verte sous Obama est allée à la communauté qui allait plutôt bien en matière de croissance verte. Si vous regardez les tendances préexistantes de ces communautés. Mais lorsque nous avons essayé de faire la différence, en savoir dépendant des compétences locales, compétences vertes, que nous construisons, nous incluons dans notre définition des compétences vertes qui sont acceptées également par l'OCDE, la Banque mondiale et la Commission européenne, est basée sur un principe des avantages comparés. Je ne vais pas rentrer sur le modèle développé David Autor et Simago de MIT. C'est une application de cela. Pour revenir au point clé, c'est que ce que nous avons trouvé, c'est que l'impact sur l'emploi de cette relance verte est plus élevé pour les communautés qui ont déjà des compétences. Lorsque nous remplaçons le facteur atténuant des politiques vertes telles que le capital humain ou la richesse de la communauté, nous ne trouvons pas la même solution, même résultat. Et la recherche qui est liée ne s'applique pas nécessairement à la relance verte. Lorsque vous regardez le Cleaner Act aux États-Unis ou les prix énergétiques en Europe pour imiter de la tarification carbone de l'avenir, nous voyons qu'il y a un décalage dans la demande, un changement de la demande des travailleurs non spécialisés. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a une augmentation de la demande pour les compétences techniques et d'ingénierie. Et donc, les compétences que nous avons trouvées comme étant vertes sont techniques et de l'ingénierie qui sont acquises à travers l'étude supérieure, mais également par les écoles professionnelles et l'éducation technique, formation technique, ce qui montre l'importance de ces compétences moyennes où certains pays tels que l'Allemagne sont particulièrement forts pour ces compétences. Ces compétences vertes ne sont pas les mêmes que ceux des
l'éthique qui sont liées aux compétences cognitives, qui sont liées au coding, le codage, etc. Mais ne sont pas nécessairement les mêmes que les compétences vertes. Les compétences importantes pour l'éthique sont pas les, on n'a pas la même importance pour la relance verte. Alors, la recherche montre qu'il faut renforcer l'investissement en formation. Clairement, 1 ou 2%, c'est trop peu. Trop peu. Et qu'il faut promouvoir, c'est la formation technique et professionnelle. Et j'ai l'expérience dans mon pays où il y a des écoles professionnelles techniques très fortes par rapport à il y a 20-30 ans et un déclin de la qualité de ces écoles qu'on peut voir en utilisant des tests PISA. Ça, c'est un point clé très important également en qualité parce que c'est comme ça qu'on permet aux gens de trouver de meilleurs emplois mieux payés et réalloués, non seulement pas de mines de charbon ou dans l'industrie métallurgique vers des emplois de services moins qualifiés, même s'ils en trouvent du travail dans de ceux qui sont dans le service avec moins de compétences, mais c'est pas la même chose que des emplois mieux payés dans l'industrie de production. Mais on nous parle de fabrication haute en carbone, au faible en carbone. Ceci est très important. Le dernier point. Les compétences techniques qui permettent de lisser les réaffectations d'emploi. Alors, les zones de compétences vertes, même si la richesse n'est pas le facteur le plus important, cela joue quand même en Europe avec les données européennes. Nous nous rendons compte que les productions vertes, par exemple l'éolienne, les vélos, ce sont des zones où ces technologies sont élevées et lorsque vous dépensez, peut-être que vous allez créer des inégalités parmi les employés parce que ce sont souvent des emplois faiblement qualifiés dans la construction. Alors, il faut bien sûr faire un recyclage pour ces personnes et il peut y avoir inégalité. Merci. Votre dernier point est important. Nous allons y revenir parce que il faut bien sûr aborder la question du mot juste, la partie juste. Transition écologique juste, cela concerne les emplois. Merci de cette analyse qui est très intéressante pour comprendre les différents éléments des mesures de relance verte. Maintenant, je vais me tourner vers Julia. Votre travail à Breakthrough Energy est axé sur la promotion de solutions innovantes qui vont réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Alors, sur la base des données qui ont été mentionnées par Enrico, alors constatez-vous dans les efforts de relance verte le niveau d'engagement en faveur de l'innovation qui est nécessaire pour un impact significatif sur la réduction des émissions de GES. Bonjour à tous. Je voudrais dire que nous avons vu les opportunités liées aux mesures de relance dans l'énergie, le transport, la production et tous les secteurs de l'économie de façon plus durable, avec un impact zéro par rapport à la précédente crise économique. Nous avons donc un plus faible niveau pour le solaire, PVE, et nous avons plutôt une évolution vers de nouvelles technologies de batterie. Alors, pour une mise à échelle de ces technologies, il faut investir maintenant pour avoir une neutralité carbone. Alors, les gouvernements
investissent dans les efforts de Laurence et nous essayons de voir quelle est l'importance du déploiement immédiat et l'investissement massif dans les technologies disponibles aujourd'hui. Mais nous pensons également à préparer l'avenir pour aider nos économies à rester résilientes à l'avenir. Et nous pensons également à la façon dont on peut réduire le prix de ces nouvelles technologies avec, bien sûr, les compétences, avec la transition juste, l'élément juste de la transition. Au début de la pandémie, nous avons travaillé avec Capgemini en Europe pour essayer de savoir quel serait l'impact s'il y avait un investissement élevé dans une cinquantaine de technologies et l'énergie verte, par exemple, et nous nous sommes demandé comment est-ce que l'on pouvait accélérer le financement pour que ces technologies soient plus concurrentielles. On peut avoir près de 13 millions d'emplois créés et commencer à construire les secteurs de l'avenir. Nous avons fait une étude similaire aux États-Unis avec PricewaterhouseCoopers pour voir comment il y a eu création d'emplois à court terme et comment mettre l'économie sur la bonne voie pour réduire les émissions. Nous avons fait des analyses avec des partenaires en Europe. Il y a eu 7 plans de relance, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et l'Autriche, qui représentent à peu près 70% des subventions qui vont être décaissées au titre de la facilité de relance. Et nous avons vu que le redéploiement des emplois sont bien couverts dans ces plans. Nous avons également l'accent mis sur l'hydrogène et l'infrastructure de recharge. Et nous savons qu'il y a des domaines de l'économie où les gouvernements veulent investir massivement, mais il y a des opportunités manquées dans les domaines où dans les passations de marché, par exemple, des mécanismes qui aident les nouvelles technologies qui arrivent à un coût élevé, à la même hauteur que les technologies existantes. Il y a eu des exceptions telles que l'Allemagne, où ils mettent en place des mécanismes pour compenser ce différentiel de coûts. Mais aucun des plans de relance que nous avons analysés n'utilise ce levier de marché public. Nous devons reconnaître qu'il y a des mesures de relance et dans certains pays, il y a eu des éventails de mesures complémentaires pour la décarbonation. Et un exemple, nous avons vu il y a quelques semaines, le président a annoncé en France la stratégie France 230 qui complète les dépenses en matière de relance en France. Nous voyons également que la réaction du secteur privé est importante et que les dépenses de relance sont importantes. Et il y a des risques. Néanmoins, il faut savoir pourquoi le secteur privé n'investit pas dans ces nouvelles technologies. Nous avons regardé également le type de financement mixte disponible dans certains des pays, mais c'est une exception plutôt que la règle. Et nous avons également essayé de savoir quel type de partenariat public-privé innovant peut être mis en place avec des financements publics associés à des dépenses privées. Merci. Très intéressant. Il y a une question également dans le chat et je reviendrai vers vous dans un instant, mais je me tourne vers Gabriel. Et je crois d'ailleurs que c'est lié à ce que vous avez dit, Julia. Alors, ce sont les startups et le financement. Et je crois que ce serait important en matière d'innovation. Compte tenu de votre expérience passée, vous avez travaillé dans ce domaine depuis un certain temps, vous auriez peut-être des réflexions à faire. Et Gabriel, je vais me tourner vers vous. Alors, pour clore
vous avez travaillé avec vos collègues dans le Sud. Quelles sont les priorités et quelles sont les leçons que vous tirez de la relance verte sur le terrain? Alors, bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici, d'apporter notre point de vue et de compléter les interventions précédentes. Oui, je pense que du point de vue du Sud, les choses sont similaires mais légèrement différentes. La crise a amené à revoir les relations entre le rôle de l'État, l'économie et la société. Et cela a démontré certainement l'importance d'un secteur public qui fonctionne bien, de dépenses publiques complétées avec la transparence et l'utilisation du numérique. Nous savons également que les pays du Sud font face à des obstacles. Ils ont également des conditionnalités économiques. Ils ont eu des capacités limitées à gérer et à surmonter la crise sanitaire et économique de la COVID. Nous savons qu'ils ont un espace budgétaire très restreint qui est aggravé par l'endettement. Et sur la base d'échanges, de dialogues, d'enquêtes avec différentes organisations, y compris la mienne, avec des pays partenaires. Il y a une longue liste de priorités et de besoins. J'appuie ce que Oliver a dit. Ce n'est pas qu'il y a moins d'intérêt dans l'économie verte ou à investir dans la relance verte, mais c'est que le point de départ est très différent. Et pour ce qui est des priorités essentielles, il y en a 4 qui sont importantes pour permettre des processus de décision systémique et la mise en œuvre de ces mesures de relance et de réformes structurelles. D'abord, une modélisation macroéconomique et une analyse des mesures politiques avec la décarbonation, la biodiversité, la protection des emplois pour tous les niveaux de gouvernement. Et j'insiste là-dessus parce que lorsqu'il y a une modélisation, cela est fait et mis à disposition des gouvernements, mais pour un ministère uniquement, un ministère spécifique en général, le ministère de l'Environnement. Or, il faut une intersectoralité pour essayer de recueillir le ministère du plan, des finances également. Pourquoi? Parce que le ministère des Finances, eh bien, ils ne peuvent pas intégrer les processus écologiques dans leur budgétisation et les ministères d'environnement ne peuvent pas facilement s'engager avec le langage du ministère des Finances. Donc les deux ont du mal à se réunir et à s'accorder sur des plans de relance comme tels que ceux que nous avons vus dans le Nord. C'est un point de départ parce que les ministères des Finances dans les petits pays en développement ne sont pas en mesure d'aller dans ce sens. Ensuite, l'emploi vert. Bien sûr, tous les pays, particulièrement les pays du Sud, ont assisté à une perte massive d'emplois, une augmentation de pauvreté et d'effets connexes. Alors la première priorité, c'est d'établir des stratégies d'emploi vertes. Et ces stratégies doivent avoir un effet immédiat, mais en même temps, il y a le besoin de comprendre qu'il faut investir dans une main-d'œuvre future plus résiliente. Alors comment avancer en paramétrant et reparamétrant la force de travail, mais en appuyant également l'écosystème des PME qui, dans la plupart des pays en développement, sont en fait le moteur de la force des employeurs. Donc, certains pays ont investi dans des secteurs
particulier l'économie circulaire, passation de marché écologique et pour une infrastructure verte pour l'avenir. Mais il faut que il y ait que l'on comprenne les feuilles de route établies par les gouvernements dans ce secteur pour qu'il y ait une décarbonation et également il faut perfectionner la main-d'œuvre, il faut la conversion également de la main-d'œuvre. Ce sont des stratégies nécessaires. Le financement que j'ai mentionné, bien sûr, l'appui international est requis pour les pays en développement. Ils ont besoin de ce soutien pour financer la transition et mener des réformes structurelles. Nous avons l'accord de la COP pour le partenariat pour l'énergie verte. Alors, c'est un partenariat qui est intéressant, qui peut être peut-être un modèle, on verra, mais à l'échelle des pays, il faut réformer les marchés financiers pour stimuler et orienter les investissements vers des secteurs qui ont des avantages en termes de transition verte. Et il faut également des modèles de financement vers. Et puis, nous avons la réforme générale budgétaire qui est requise. Il y a des travaux qui sont faits dans ce domaine pour évaluer l'efficacité des ressources pour la relance verte, la décarbonation, pour aider les pays à avoir les bons prix, y compris la tarification carbone qui est un catalyseur pour mobiliser les ressources nationales avec les questions de subventions aux combustibles fossiles, etc. Et ce que nous voyons, nous, comme opportunité après une année et demie de pandémie, c'est qu'il y a des efforts de relance verte dans le Sud avec la coopération internationale et qui sont ancrés, qui s'appuient sur des efforts pré-pandémie. Nous avons le personnel, l'infrastructure dans ces pays et c'est une occasion de pouvoir accélérer la relance verte. Alors, ces mesures peuvent, dans une certaine mesure, bénéficier d'une acceptation, d'une adhésion. Alors, il faut avoir des partenariats fonctionnels à l'échelle des pays et de la coopération internationale. C'est comme cela qu'on peut avoir un changement systémique et une mise à l'échelle requise. Nous pouvons apprendre auprès d'autres organisations et il peut y avoir également un échange entre pays et partager ces points de vue. Et je peux aussi, dans le chat, y poster des informations plus tard. Merci beaucoup. Merci, Gabriela. Ce sont des points très intéressants. Et vous reprenez à votre compte ce que d'autres intervenants ont dit en termes de réformes structurelles, l'emploi vert et la reconversion, etc. Julia, je vais revenir vers vous. Nous avons une question qui a été posée en ligne. J'encourage d'autres à poser des questions et nous allons essayer de les prendre au fur et à mesure. Alors, la question est pourquoi il y a manque de financement pour certains projets à risque dans certains secteurs. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelques exemples de pays qui ont consacré des fonds à des start-up. En Italie, par exemple, il y a un demi-milliard destiné au financement à risque aux start-up.
c'est un appétit pour soutenir des projets qui sont déjà disponibles et qui peuvent être déployés pour aider les pays à une relance post-pandémie. Alors, il n'y a pas vraiment de financement pour encourager d'autres financements dans ce secteur. Nous avons le Fonds d'investissement européen qui a un fonds, et puis à l'échelle nationale également, il y a des financements, mais peut-être que cela ne ressort pas de notre analyse, mais nous n'avons pas vu vraiment de fonds orientés vers ces programmes. Et peut-être que l'OCDE peut suivre cela. Merci. En effet, très intéressant. Et c'est peut-être, on y viendra à la fin lorsqu'on parlera des lacunes de connaissances. Je voudrais juste vérifier s'il y a d'autres collègues sur le panel qui aimeraient répondre à cette question. Oliver, je sais que votre coalition a déjà travaillé là-dessus. Dans notre document structurel, nous avons dit politique. L'idée de R&D et l'idée d'étendre l'entrepreneuriat et la recherche, c'est une très bonne fondation pour la transition parce que cela accélère la transition, la compréhension de la technologie. Et donc, c'est un des 10 premiers éléments structurels que nous avons identifiés. Donc, tout à fait d'accord. Le grand défi, Ben, c'est que le message est assez clair des analyses. La relance verte n'a pas vraiment lieu. Quel que soit l'espace budgétaire, nous venons de sortir de Glasgow et nous savons qu'il faut accélérer la transition. Alors pourquoi est-il que nous ne voyons pas ce moment comme une opportunité, non seulement pour faire en sorte que les économies démarrent, mais de nos trackers, nos points de suivi, nous avons essayé de trouver de bons exemples. Il y a de bons exemples. Et je pense que plutôt que de se fustiger ou fustiger tout le monde, il faudrait souligner des choses qui sont vraiment bien, surtout des transitions justes. Par exemple, le Portugal a dépensé 360 millions sur un projet de reformation verte, ce qui adresse le système des lacunes de connaissances. Au Nigeria, envoyait 60% de leur fonds de survie pour les entrepreneurs femmes. Donc vraiment regarder cette idée de la transition juste et de voir comment cela commence à adresser certaines des nécessités structurelles. Concentrons-nous donc également sur certains très bons exemples, mais je sais que R&D, c'est une intervention structurelle pour l'emploi et la transition juste. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres collègues qui ont levé la main pour cette question. Gabriel, il y avait une question qui était pour vous, pour revenir à l'idée que vous aviez soulevée, c'est-à-dire le défi entre les ministères et en particulier des ministères des Finances. Et je pense que c'est assez difficile, mais je serais intéressé par votre point de vue. Comment est-ce que cette tension peut être incorporée dans les politiques des grands pays? Il y a quelques exemples, c'est déjà quelque chose qui a lieu, c'est quelque chose que nous devons intégrer, nous, c'est-à-dire des agences de soutien de coopération internationale. Il faut enlever nos propres silos et ajuster nos propres approches au développement capacitaire, parce que traditionnellement, nous avons travaillé avec un secteur spécifiquement ou avec un ministère, disons, et cela exige de repenser des discussions avec les parties, les bailleurs, pour ainsi dire.
Et dans certains pays, il y a aujourd'hui un nombre de groupes de travail qui existent, qui ont été mis sur pied, non seulement par rapport au grand sujet de la transition juste et de la décarbonisation, mais principalement, nous sommes engagés dans un grand nombre de ces processus. Nous les soutenons en Afrique, en Indonésie, il y a le Costa Rica, il y a certains pays où je pourrais vous dire où ces efforts sont en train d'être encouragés en Amérique latine également, le Pérou par exemple. Mais ce sont des processus à petit niveau mais long cours. C'est pour ça que je vais mentionner les partenariats. Les gouvernements doivent se mettre autour de la table pour décider conjointement sur la feuille de route de décarbonisation qui est devant nous. Et de façon idéale, ils le font avec une approche participative, non seulement avec le secteur gouvernemental, mais l'industrie également, et les universitaires et les instituts de recherche et la société civile. Ça, c'est une réforme majeure et nous le voyons partout également dans le Nord, mais nous sommes un peu lents pour changer la façon dont nous faisons les choses et la façon dont nous élaborons nos politiques. Mais il y a des changements et il y a des liens entre les groupes établis tels que la Coalition pour le ministère des Finances. Il y a différentes approches participatives et également des mécanismes existants qui vont être plus importants avec la mise en œuvre et la clarté des issues de Glasgow, de COP26. Je suis confiante que, du moins de notre côté coopération internationale, il y a une coopération, une bonne coordination, bonne coopération. On en a parlé depuis longtemps, il est vrai. Nous suivons ce que nous mettons en œuvre, ce que nous disons, mais les choses peuvent s'améliorer et nous avons besoin de l'orientation, de guidance et de nos pays partenaires et parties prenantes et les entreprises. Je pense que c'est là où nous nous rassemblerons vu les différentes organisations, par exemple, du panel qui sont représentées. Merci. Je voudrais peut-être revenir à une des questions qui a été mentionnée dans les premières séries des questions, qui était autour de cette idée d'équité et l'équité de la transition, la justesse de la transition. Dans votre première intervention, vous avez parlé des relances vertes et l'impact sur l'emploi. Est-ce que vous voyez quelque chose du point de vue de l'équité? Et cette question est pour Enrico, que les interprètes n'entendent pas. Il y a, on dirait, un petit... Ah, pour pas Francesco Vona, pardon. Il y a un petit problème de son. Il y a des emplois, il y a la technologie. Cela marchera bien. Mais Donald Trump ou d'autres parlent que cela va détruire les emplois. Il faut être un peu plus équilibré dans la façon de comprendre ce qui se passe. Qu'il y a une question. Imaginons que nous voulons mettre en œuvre nos trains de mesure qui aident les travailleurs dans le secteur métallurgique ou du charbon de transitionner vers les emplois verts. On leur donne des avantages et une reformation. Ça, c'est important parce qu'on peut bien dépenser et mal dépenser. Donc, ces éléments sont importants. Ensuite, ceux qui sont déplacés par la compétition internationale, par l'automatisation. Alors, quoi faire dans ce cas-là? Quel est le bottom line ici? Ce n'est pas juste une déclaration, il y a également des éléments de preuve. Est-ce qu'on peut se résoudre le problème de changement climatique sans atténuer nous parlons du déplacement des
travailleurs qui ont été atteints des chocs négatifs depuis 30 ans et les conditions de travail. Et je vous parle des pays de l'OCDE, des conditions de travail. Les Gilets jaunes, c'est un exemple. Le choc dans la capacité de dépenses. Les interprètes sont vraiment désolés, mais le son de l'orateur est très lointain, très mauvais, et il leur est impossible d'interpréter. Donc les interprètes vont malheureusement pas pouvoir suivre les paroles de Monsieur Vona. Voilà, Monsieur Simmons vient d'indiquer que le volume n'était pas assez bon, ce n'était pas très clair. Si seulement cet commentaire aurait pu être fait un petit peu avant, ça nous aurait aidé à traduire, à interpréter. Nous vous entendions, mais ce n'était pas suffisamment bon et encore très loin pour l'interprétation. Vous avez souligné les défis clés. Enrico, pour revenir à certaines de vos données, l'OCDE a quelques points très importants pour réflexion. Quelques idées? I would say probably like I will. There are two main ways which you can look at. Il y a deux façons de regarder les gens qui sont affectés par la transition. On parlait des travailleurs et ensuite les ménages et les travailleurs. Pour ce qui est des ménages, lorsque vous regardez les trains de mesures de relance, vous voyez qu'il y a des pays où il y a de nombre de subventions qui sont prises par les ménages à revenus élevés. Par exemple, les subventions qui font la promotion d'installation de panneaux sur les toits. Et ceci est pour utiliser par ceux qui détiennent, qui sont propriétaires des maisons. Et ces ménages peuvent se permettre le véhicule électrique, qui n'est pas le cas pour ceux avec des revenus faibles. Alors, nous voyons également, lorsque nous parlons des subventions, comme ça a déjà été mentionné par d'autres orateurs, que nous voyons un manque d'engagement clair pour augmenter la tarification de carbone, le prix carbone. Ceci est un point très important pour ce qui est de la distribution fiscale. Mais lorsqu'on parle de la tarification carbone, tous les carburants ne sont pas les mêmes. Et l'implication pour une bonne imposition, un transport, le kérosène pour l'aviation, c'est un carburant qui est très peu imposé. Et les ménages riches sont ceux qui ont tendance à voyager. Si vous commencez à augmenter les taxes sur ces carburants, alors peut-être que déjà vous êtes en train de faire quelque chose qui est progressif. En même temps, il y a une enquête récemment en France qui a suggéré que ce serait une réforme assez populaire avec l'électorat par rapport aux d'autres qui a mené à de grandes grèves dans le pays. Un autre exemple, c'est le diesel et gasoil dans l'utilisation du transport. Francesco en a fait référence. Augmentation des coûts de ces carburants affecteront davantage des personnes qui vivent dans des zones rurales, à la campagne, parce qu'ils n'ont pas le transport public, ils ne peuvent pas prendre le métro pour aller travailler, etc. Alors, cette dimension est très importante dans la transition et doit être adressée du point de vue du travailleur, mais également du point de vue des ménages. Sur cette note,
or implications. Lorsque nous parlons de distribution des politiques, l'implication des politiques, le débat se focalise sur qui paye le prix pour la politique, mais également important de savoir qui bénéficie de ces politiques. Un exemple d'impôt plus élevé sur le diesel et le kérosène. Et peut-être ceux qui vivent dans des zones rurales utilisent plus la voiture, sont plus impactés en matière de leur mobilité. Les personnes dans les zones rurales verront beaucoup moins les avantages à court terme. Pendant la pandémie, par exemple, les résidences urbaines ont parlé de la qualité de l'air améliorée dans la ville Of, lower utilization of avec plus faible utilisation des carburants fossiles et les voitures, etc. Mais c'est pas un impact ressenti par les habitants dans les zones rurales. Donc, en fait, ces avantages à court terme qui ne sont pas ressentis par eux est important. Lorsqu'on fait une réflexion de l'économie politique, nous réfléchissons plus en matière de court terme plutôt que d'effets à long terme, avantages et risques. Les bénéfices et les coûts à travers les régions avec et parmi, en dimension temporelle, c'est également important. Merci. Nous avons quelques questions très intéressantes de Q&A. Je voulais maintenant me tourner vers Andrea, Oliver et Gabriel. Vous aurez peut-être des bonnes réponses à ces questions. Première question de George se focalise sur le fait qu'il y a le rôle historique des pays développés. Quelle stratégie est-ce que les pays en voie de développement devraient-ils avoir et quelle est la responsabilité pour assurer que les pays en voie de développement puissent atteindre la décarbonisation et la croissance avec la transition verte? Question pour Manuel. Est également intéressant à savoir comment s'éloigner de la tentation initiale. Il y a un focus sur les retours financiers et économiques avant de regarder d'autres besoins socio-économiques et environnementaux des pays. Alors, je vais vous les présenter, ces questions, pour voir si quelqu'un veut se porter volontaire pour répondre en premier. Oliver est en train de sourire. C'est un bon signe. Allez-y. Je vais essayer. Mais je voudrais aussi revenir au point de Enrico. Nous ne voulons pas juste regarder aux gens comme travailleurs au ménage. Il faut également les regarder comme partenaires pour la transition. Parce que nous voyons le grand défi de voir les politiques étant suffisamment ambitieux avec la société qui croit. Et radicalement, la société est un partenaire de transition et des processus budgétaires participatifs. Lorsqu'on parle des Gilets jaunes, cela a catalysé les Français à démarrer la plus grande approche d'assemblée citoyenne qui, si elle était faite avant, aurait pu persuader ou ne pas mener à ces manifestations. Les citoyens comme partenaires d'engagement. Vos questions sont spécifiques et je vais laisser la question de George aux experts de transition énergétique. Sur le deuxième, en tant qu'économiste, nous avons la tentation de parler des coûts de distribution, des points négatifs. Mais moi, je voudrais vraiment souligner encore et encore et encore que nous avons une transition économique extraordinaire à gérer dans la décennie à venir, à savoir avec l'innovation, nouvelles technologies, nouvelles transitions, nouveaux emplois. Et nous avons une économie qui sert 2/3 de la population du monde assez bien. Et essayons de voir
si nous pouvons atteindre toute la population de notre planète avec des biens et services qui nous aident sur la transition climatique. Et ça, c'est le côté positif économique. C'est beaucoup plus important que les points négatifs de la transition. Et la question des retours, je vois un potentiel illimité si nous avons la solution de faible carbone. Et l'important avantage de la nature, redéfinir quels sont nos termes de succès et d'essayer de faire qu'ils soient codifiés dans l'allocation des ressources. Les solutions existent où vous pouvez avoir un secteur énergétique positif, un secteur énergétique zéro, mais à travers un de développement de la ville, transport, etc. Et vous parlez d'une renaissance énorme de votre économie plutôt que le côté négatif. Merci, Oliver. Très intéressant. Oui, des points très intéressants. Merci, Oliver. Gabriel, Julia, je peux peut-être commencer. Je pense que c'est important de réduire les coûts de la technologie parce qu'il faut que ce soit abordable et en faire des produits que tout le monde veut acquérir, comme le ciment, comme l'acier ou les véhicules, que cela rende le même type de service, mais à court terme, ça sera plus coûteux et certains de ces projets sont considérés comme étant des projets à risque élevé. Alors, ce sur quoi nous avons travaillé avec Breakthrough Energy, c'est de travailler avec les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, pour avoir un financement philanthropique, pour avoir un financement mixte pour des projets dans le domaine de des carburants, aviation durable, hydrogène verte, etc. Et capture du carbone. Ces programmes sont là pour réduire le différentiel vert de ces produits pour que ces produits deviennent moins risqués et moins coûteux. L'idée, c'est d'avoir un financement public, financement philanthropique et financement d'entreprises avec des retours moins élevés pour l'instant, avec le secteur privé qui a l'expertise pour identifier les projets. Nous associons cela avec des accords de démarrage. Certaines entreprises sont là lorsque cela est nécessaire et lorsque cela est attractif pour eux d'acquérir les produits qui seront issus de ces entreprises. Donc, il s'agit d'accélérer le déploiement des technologies et de réduire les coûts. Ce que nous avons fait également avec les économies émergentes, c'est de travailler sur les missions d'innovation, 22 pays plus la Commission européenne. Nous avons essayé de voir comment travailler pour s'assurer que ces projets dans les économies émergentes peuvent être soutenus et comment nous pouvons trouver des opportunités dans le domaine de la recherche, de l'innovation et d'autres types d'opportunités dans ces économies. Alors, de façon générale, la contribution que les pays européens et autres peuvent faire, c'est d'investir dans ces technologies pour réduire les coûts. Un des modèles qui nous a semblé intéressant, c'est le GIZ, intitulé Intertrade Global. Et l'idée, c'est que le gouvernement allemand utilise $1 milliard de subventions pour l'hydrogène vert pour assurer la stabilité des prix pour l'hydrogène. Alors, il s'agit d'un élément de réduction de risque qui peut attirer d'autres investissements vers ces projets dans les économies émergentes. Merci. Julia, Gabriel, je ne sais pas si vous avez des réflexions. J'ai quelques points très rapidement pour revenir à ce que Enrico a dit. C'est pertinent également pour notre débat qui supporte le coût des politiques et qui en
bénéficient. Et ce que Oliver a dit également, lorsque j'ai commencé, j'ai dit qu'il y a un rôle nouveau pour l'économie, l'État et la société. La situation que nous voyons en France, mais pas seulement, un peu partout dans le monde, il y a des mouvements qui vont venir. Alors il faut avoir des stratégies nord-sud. Les politiques doivent être traduites en quelque chose de compréhensible. Quand on dit ne laisser personne de côté, on abuse de ce terme, mais cela signifie réellement qu'il faut commencer par des processus simples en matière de gouvernance. Cela veut dire que ces politiques doivent être compréhensibles. Cela signifie, comme Oliver l'a dit, il faut en discuter, évaluer en amont et pas à la fin, pas en aval. Et c'est un processus difficile. Il faut soutenir cette idée, que ce soit sur la réaffectation des industries, des travailleurs, toutes sortes de politiques. Le seul moyen d'avoir l'adhésion de la société, c'est de passer par ce moyen-là. Sinon, l'avenir sera sombre. Et cela requiert de nouveaux concepts. Il faut trouver également un soutien pour des compétences professionnels en matière d'analyse de données. Dans certains pays, ils n'ont pas d'experts pouvant analyser des données existantes de façon continue pour aboutir à des conseils au gouvernement en matière de stratégie. Du point de vue international, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a des discussions qui sont en cours. Nous avons brièvement abordé la question de négociation concernant la dette pour le climat. Il y a des processus en cours qui se poursuivent. Il y a des travaux avec d'autres institutions de financement international. Oxford, par exemple, travaille sur un cadre de financement durable qui va devenir la norme. Ils essaient de lancer des pilotes dans certains pays africains. Il y a des initiatives qui sont en cours, mais ce sont simplement des pièces du puzzle. Il faudrait qu'il y ait ce processus dynamique qui s'agglomère pour que l'on ait l'image complète. C'est ce que je pense. Nous n'avons pas encore les meilleures pratiques. Nous avons beaucoup de connaissances. Il y a même, nous sommes submergés même d'informations. Mais comment les utiliser à bon escient, c'est le défi auquel nous faisons face à l'avenir. Et discuter, avoir des échanges au sein de nos communautés, entre communautés et les différents acteurs et les pays. Je crois que ce sont des questions importantes qui méritent des discussions séparées et ce sont des questions qui sont très délicates, comme vous l'avez dit aussi bien, Benjamin. Oui, tout à fait. Je regarde ma montre et nous arrivons très rapidement vers la fin de cette session. Mais comme je l'ai promis au début, je voudrais revenir vers les différents membres du panel pour une question finale. Alors, compte tenu de tout ce qui a été dit, de vos travaux actuels, les actions auxquelles vous avez participé, je voulais vous demander si vous avez des lacunes de connaissances, des domaines de travaux et de recherche futures à entreprendre par l'OCDE ou par toute autre organisation. Alors, est-ce que le forum croissance verte et le développement durable essaie de voir ce qui peut être fait pour éclairer non seulement les programmes de l'OCDE, mais également
des programmes et travaux d'autres organisations. Donc, je voudrais vous donner la possibilité d'aborder cette question. Est-ce qu'il y a des éléments clés sur lesquels nous pourrions travailler? On peut peut-être commencer par vous, Francesco. Merci. Il y a un document de travail de l'OCDE qui touche à toutes ces questions, l'impact des politiques vertes sur l'émission, la distribution, l'équité, et j'évoque certains des points dans ce document. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'acceptabilité politique. Et pour cela, il y a deux dimensions qui émergent de cette étude et de ces discussions. D'abord, il faut mieux informer les personnes. Comme Enrico l'a mentionné, si l'on réduit la pollution, les personnes les plus défavorisées vont en bénéficier en termes de santé parce que souvent, ces personnes vivent à côté de sites très pollués. Mais les personnes préfèrent vivre et travailler sur ces sites pollués plutôt que de réduire la pollution. Donc, il y a un arbitrage à trouver. Donc, quel est le point ici? C'est qu'il faut comprendre qu'il y a différentes dimensions dans l'effet de distribution. Il faut améliorer l'information sur les dimensions qui sont régressives, l'effet en termes d'emploi des personnes faiblement qualifiées et l'effet sur leur santé. Alors, dans quelle mesure est-ce que améliorer l'information sur les politiques suffit aux réticences que nous avons vues, puis également les investissements qui caractérisent les politiques vertes. Informer avec les personnes, discuter de façon plus large avec la société est important. Est-ce que c'est suffisant pour surmonter la résistance contre les politiques vertes pour les personnes les plus défavorisées ou les personnes les moins riches de la population? Est-ce que cela sera suffisant? Merci, Francesco. Élément très intéressant. Gabriel? Je partage cet avis, mais un point supplémentaire, il faudrait approfondir la définition d'emploi vert et de compétences vertes, parce que souvent on l'utilise comme étant l'argument maître, mais les personnes ont du mal à comprendre, même s'il y a une définition de travail de l'OIT et ici également. Alors, des normes internationales seraient utiles pour aider les pays à réviser, à voir leur plan, stratégie et leur plan d'éducation et de formation. Merci Gabriel. Enrico, oui, vous avez collecté des données, analysé les données. Est-ce qu'il y a des lacunes? Oui. J'aurais dû être dispensé de cette question en tant que représentant l'OCDE. Pour réagir à ce qui a été dit, Julia et Oliver ont dit qu'il fallait parler des éléments positifs. Il y a de nombreux pays qui travaillent sur la tradition juste à l'échelle régionale ou à l'échelle des États. Ce que je pense, c'est qu'il faut, il y a un besoin, une opportunité d'apprendre les uns auprès des autres. Il y a eu l'expérience passée, par exemple, en Allemagne et également au Royaume-Uni avec les mines de charbon, etc. Et je crois qu'il faut réunir les éléments pour la transition juste. Et autre chose, ce sont les données. Des données sur la répartition de la pollution à une échelle plus décomposée
par exemple les effets par genre, par âge, etc. Merci Enrico. Julia, je pense que vous avez déjà mentionné une lacune de connaissances méritant des recherches supplémentaires et je voudrais revenir vers vous pour savoir s'il y a d'autres idées qui vous viennent à l'esprit. Oui, en rebondissant sur ce que Enrico a dit, les bonnes pratiques, les meilleures pratiques. Il peut y avoir des exemples, d'autres exemples à mettre en avant, montrant comment des collaborations, des partenariats, des financements mixtes, publics-privés, ont apporté une différence. Utiliser la relance économique comme une occasion d'accélérer la décarbonation, le dialogue participatif entre différents acteurs. Je pense que tout ceci tourne autour des meilleures pratiques. Mais ayant participé à des exercices avec des partenaires pour essayer d'identifier l'impact de la relance sur l'innovation, comment cela ressort des mesures, qu'est-ce qui est lié aux mesures vertes, à l'innovation. Je crois qu'il faut essayer d'évaluer l'impact. Nous soutenons l'OCDE pour ce travail. À l'avenir, comprendre, assurer le suivi et évaluer, ça sera très important. Il y aura des leçons à tirer de la pandémie à un moment donné. Merci. Eh bien, vous également, Oliver, vous faites un travail sur le suivi. Vous avez fait beaucoup d'analyses et de recherches avant cette session dans le document d'information. Quels sont les éléments clés qui méritent davantage de recherche? Il faut répondre à la question de savoir pourquoi les gouvernements ne se lance pas dans cette voie. C'est une question macro. Il faut accélérer cette transition. Du point de vue structurel, en matière d'action publique, ce que j'ai vu, nous sommes basés au Royaume-Uni. On nous dit qu'il faut que ce soit un centre de financement durable. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir être en tête en matière de financement durable, etc. Il faut des réformes structurelles pour que le financement durable soit organisé. Et Emmanuel et Francesco également ont parlé des bénéfices multiples. Ce que j'aimerais voir, et c'est dans notre document structurel, note de synthèse. Il faut essayer de voir quels sont les retours économiques, financiers, etc. L'OCDE fait un travail. Par exemple, les gaz à émissions de serre et les emplois, et quelles sont les interventions appropriées pour améliorer la nature, réduire les GES, l'inclusion, les emplois, les questions de genre, pour une nouvelle mentalité qui doit émerger concernant les résultats multiples. Il faut cartographier les actions politiques et leurs effets. Il faut avoir également à l'esprit le fait de réduire les risques. Alors, des interventions structurées d'actions publiques et accompagner des bénéfices que cela peut apporter. Merci beaucoup. Merci Oliver. Merci à tous les intervenants. Les discussions ont été très intéressantes. Nous sommes partis des données sur les
mesures de relance verte vers l'implication des mesures de relance sur l'emploi, l'équité. Nous avons regardé également les inconvénients en matière d'innovation, politique d'innovation, qu'est-ce qui peut être fait pour stimuler la recherche et le développement. Et il y a eu des exemples concrets sur la façon dont ceci est fait et analysé. Et je crois qu'il y a eu un message clair qui est sorti, à savoir qu'il y a une urgence à agir et les défis et les opportunités qui se présentent dans le Sud, dans les pays du Sud. Nous avons également entendu Oliver parler des discussions intéressantes qui consistent à évoluer, partir du mode crise, la gestion de la crise, vers des réformes structurelles. Les mesures qui sont prises maintenant, mais qui doivent mener également à l'innovation et qui sont essentielles pour nous permettre à atteindre la transition économique verte. Je pense que c'était des discussions très enrichissantes. Nous manquons de temps et je voudrais remercier nos 5 membres du panel, Oliver, Francesco, Gabriel, Julia, Enrico. Merci à l'OCDE d'avoir organisé cette session et également le forum. Merci à tous les participants un peu partout dans le monde d'avoir participé activement à cette session. Nous avons eu des questions quelquefois difficiles et j'ai eu l'honneur d'être le modérateur pour cette discussion. Nous pouvons conclure maintenant cette session et je vais redonner la parole à l'OCDE et nous avons donc le directeur de la direction environnement. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de ce forum. Nous avons eu beaucoup de participants et je voudrais remercier tous les orateurs, les modérateurs qui ont partagé leurs connaissances ces 3 derniers jours dans le cadre du forum de l'OCDE sur la croissance verte et le développement durable. Nous avions 23 experts et 600 participants en personne et virtuellement dans cette conférence hybride. Nous avons discuté de comment la pandémie a contribué vers le verdissement des transports et comme nous l'avons entendu dans cette session qui vient d'arriver, beaucoup plus doit être encore fait pour assurer que suffisamment de fonds sont mobilisés pour les mesures de relance pour adresser le changement climatique et travailler vers les tendances. Alors, quels sont les éléments clés à retenir de ces 3 derniers jours? C'est la décennie de l'action climatique. Nous devons faire les engagements qui ont été faits au COP26 et les tourner en action concrète. Une reprise verte et intelligente est importante. Il y a les catalystes pour changer la mobilité et l'organisation urbaine, mais la révolution télétravail est un défi et une opportunité pour que les villes restent attractives. Les maires sont à l'avant de ces défis, mais les politiques nationales seront très importantes pour façonner dans le long terme des villes vertes et catalyser les investissements et le financement. La pauvreté énergétique est quelque chose que ces mesures vont adresser. Prêtez attention sur la capacité de mobilité et des maisons vertes, les bâtiments verts. Cela veut dire que la participée doit participer avec un rôle inclusif. Beaucoup d'orateurs ont dit qu'une meilleure compréhension des besoins individuels est également importante.
concernant le secteur du tourisme, il faut déterminer le modèle et la coordination avec les politiques nationales et la participation des entreprises est importante pour aligner ces initiatives vers les objectifs. Les actions doivent avoir lieu au niveau des villes individuelles, au niveau national, régional et national. Comme il a été dit par la maire de Utrecht, arriver à respecter notre cible, ce n'est pas une question de faire seul au mieux, mais de faire ensemble. Certaines actions sont au niveau national, la décarboniser. Les gouvernements doivent agir, mais ils devraient également mettre en œuvre des politiques efficaces chez eux au niveau régional, avec des pays qui pensent, avec une communauté de pensée. La tarification de carbone, le prix de carbone est très important pour les nouvelles technologies. Nous prendrons tous ces éléments, les lacunes de connaissances identifiées, nous les refléterons dans notre travail futur. Je voulais vous dire que le prochain forum CVDD aura lieu, et, enfin, discutant de comment ces efforts adressent les innovations de la technologie verte. Je vous verrai l'année prochaine, en 2022, et nous serons très heureux, bien évidemment, de traiter ces questions nouvelles et pertinentes. Merci à tous les orateurs, les panélistes, l'équipe organisationnelle de l'OCDE ainsi que les interprètes pour leur contribution. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bel après-midi, soir.